surtout une période de questions vers la fin. Donc, n'hésitez pas à la fin pour y répondre. Et je vais aussi en glisser mot sur l'offre d'installation de la Banque nationale pour les nouveaux arrivants. Alors, je vais commencer avant par présenter nos experts. Je vais revenir à la slide précédente. Donc, pour présenter nos experts, alors, Émilie, Abdel et Osong, je vous laisse le soin de vous présenter. Oui, donc bonjour, je m'appelle Émilie Corbeil, je suis avocate en droit de l'immigration chez Auray Sourcing Immigration, avocate depuis 3 ans, depuis plus de 2 ans avocate en droit de l'immigration, surtout économique, donc tout ce qui est demande de IMT, donc d'études d'impact sur le marché du travail, certificat d'acceptation du Québec, permis de travail, résidence permanente et citoyenneté. Sinon, je vais laisser mes collègues, là, Maître Medailly, se présenter aussi. Donc, moi, c'est Abdelkarim Medailly, avocat en droit de l'immigration également, œuvrant chez Auray depuis bientôt 1 an. Je suis spécialisé en droit de l'immigration économique comme ma collègue. On fait tout ce qui est EIMT, demande de certification d'acceptation du Québec pour des travailleurs étrangers. Également, on fait un peu la portion étudiants étrangers. Donc, on est un peu spécialisé dans tout ce qui est venir au Canada de façon temporaire, mais aussi de façon permanente. Donc, on est un peu... on prend un peu beaucoup de place en termes d'immigration. Et voilà, donc je vais laisser mon collègue Maître Osong Kim se présenter également. Bonjour à tous, je m'appelle Osong Kim, je suis vice-président et directeur général chez Auray Sourcing Immigration. Donc, je suis ici avec mes collègues Émilie et Abdel qui vont présenter la présentation aujourd'hui. Donc, voilà. Merci beaucoup. Comme vous voyez, on a vraiment les bonnes personnes autour de la table pour nous donner l'information. Donc, je pense qu'ici, vous aviez une petite notice à donner. Oui, en date, en fait, toute l'information qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'information qui est actuellement, donc en date du 27 juin 2023. Donc, c'est l'immigration, ça change souvent et donc, c'est très politique avec les différents gouvernements ou des changements réglementaires. Donc, c'est vraiment en date d'aujourd'hui. Donc, ça se peut que si vous prenez l'information pour dans l'avenir, que l'information ait changé, tout dépendant comme je disais, du gouvernement ou des nouvelles réglementations ou lois en vigueur. Tout à fait. D'où l'importance de toujours se tenir à jour au moment de réaliser son projet. Donc, maintenant, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de Auray Sourcing. Donc, est-ce que vous pourrez justement nous donner plus d'informations? Donc, qu'est-ce que Auray Sourcing et qu'est-ce que vous faites? Absolument. Donc, avant de commencer, j'aimerais te remercier, Souad, pour nous permettre de pouvoir expliquer tout ça, de pouvoir expliquer notre quotidien, notre expertise. J'aimerais également remercier tous les participants de s'être inscrits et de participer, en fait, de voir qu'est-ce que c'est un peu l'immigration au Canada. En grosso modo, Auray est une division de Raymond Chabot Grant Thornton, une entreprise qui à l'international œuvre auprès de 140 pays. Auray est spécialisé beaucoup dans le recrutement international, mais aussi c'est un bureau d'avocats. Donc, on a plusieurs divisions. Actuellement, la division de recrutement vont faire ce qui est un peu les chasseurs de tête. Donc, ils vont chercher des candidats, des personnes qui ont des talents, des personnes qui veulent venir immigrer au Canada, qui sont des bons candidats non seulement pour un emploi au Canada, mais aussi pour l'immigration, parce qu'en immigration, on sélectionne beaucoup. Donc, c'est un peu notre division de recrutement qui s'occupe de ça. Par la suite, on a notre bureau d'avocats. Notre bureau d'avocats, lui, est composé d'avocats, de notaires et de consultants. Et lui, va plus se spécialiser dans les faire venir ces personnes-là. Donc, leur faire de façon légale leurs papiers, leur visa touristique, leur permis de travail, leur permis d'études, tant au fédéral qu'au provincial. Donc, c'est un peu nos 2 divisions principaux à lesquelles on œuvre. En ce qui concerne Raymond Chabot Grant Thornton, comme le nom le dit, c'est une entreprise qui est internationale, qui œuvre partout dans le pays, qui compte plus de 2600 employés, plus de 100 bureaux au Québec. On est vraiment, en fait, Raymond Chabot, c'est plus du côté de la finance, et nous, on est un peu la division légale en termes d'immigration. Donc, c'est ce qui nous caractérise de Raymond Chabot, mais on fait quand même partie d'un tout. On est une grosse famille, donc voilà un peu notre historique en ce qui concerne Raymond Chabot et Auray. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça nous donne bien une idée de qu'est-ce que vous faites. Maintenant, embarquons dans le vif du sujet. Donc, comme on a dit au début, il y a plusieurs programmes, plusieurs façons, plusieurs chemins pour arriver à avoir un permis de travail pour venir travailler au Canada. Alors maintenant, on va aller en détail sur les différentes options et c'est ça que nos experts vont pouvoir nous démystifier. Donc, il y a des mots qu'on entend souvent comme par exemple... si je me souviens bien, le PTET. Alors, est-ce que vous pouvez nous démystifier qu'est-ce que le PTET?
Absolument, Swad. Donc, en fait, le PTET, le Programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme qui a été mis en place pour pouvoir faire en sorte de contrer la pénurie de main-d'œuvre ici au Canada. Donc, une personne qui aurait déjà un contrat de travail, qui aurait déjà postulé, qui aurait déjà obtenu une promesse d'embauche, etc., et que l'employeur, on s'entend qui est québécois ou canadien, est prêt à faire recruter cet individu-là, à ce moment-là, la personne va avoir besoin d'une UIMT. Une UIMT, c'est quoi? C'est une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, une étude d'impact sur le marché du travail, ça sert à quoi? Ça sert rapidement à faire l'évaluation si une entreprise est tellement en pénurie de main-d'œuvre qu'elle a absolument besoin de recruter un international pour pouvoir contrer cette pénurie-là, ici au Canada. Donc, c'est une évaluation qui est faite par Service Canada, qui est une instance fédérale. Elle va octroyer le droit à cette entreprise canadienne de faire venir ces individus-là pour des postes qui vont être ou bien simplifiés ou bien réguliers. Et ce que j'entends par simplifié ou régulier, c'est qu'au Québec, on a mis en place une espèce de différence entre certaines professions. Donc, il y a des professions qui sont très, très en pénurie de main-d'œuvre, qui sont très en demande, mais qu'on n'est pas capable de combler. À ce moment-là, on va simplifier le processus pour venir travailler directement au Québec. Pour ce qui concerne les traitements réguliers, là, le traitement va être plus ordinaire. Donc, il va falloir avoir des affichages de poste, par exemple. Il va falloir respecter une certaine limite de travailleurs étrangers au sein de l'entreprise. Donc, là, on parle des deux programmes. Donc, ça, dans ces deux programmes-là, on a encore deux plus grosses divisions qui sont les EIMT, donc les études d'impact sur le marché du travail à haut salaire, et les études d'impact du marché sur le travail à bas salaire. Lorsque nous sommes à haut salaire, ça veut dire que nous sommes payés plus de 26 de l'heure, qui équivaut au salaire médian actuellement au Québec. Chaque province a un salaire médian différent. Donc, lorsque nous sommes payés plus de 26 de l'heure et que nous sommes convoités pour un poste ici au Québec, à ce moment-là, l'employeur va avoir des obligations qui sont bien différentes d'une personne qui serait payée en deçà de 26 de l'heure. Donc, l'obligation de l'employeur au regard du droit de l'immigration, ce serait d'assurer que la personne qui vient ici soit assurée au niveau de maladie. Donc, qu'elle a une assurance maladie qui couvre les urgences pour une durée d'à peu près 3 mois, qui est la durée de carence lorsqu'on obtient la RAMQ, donc l'assurance maladie ici au Québec. Par la suite, lorsqu'on se déplace vers l'EIMT à bas salaire, l'EIMT à bas salaire va donner 3 obligations à l'employeur. Des obligations primordiales et importantes. Donc, on parle encore une fois de l'assurance, qui est la même obligation que l'EIMT à haut salaire. Donc, l'employeur doit fournir l'assurance pour une durée de 3 mois en ce qui concerne la carence. Par la suite, l'employeur va devoir financer, donc payer les billets d'avion aller, mais aussi retour pour chaque travailleur étranger, parce qu'il se peut que parfois un travailleur étranger vienne faire une expérience de travail de 2 ans, de 3 ans, et pour x, y raison, veut retourner dans son pays d'origine, ne veut pas renouveler, ou l'employeur n'a pas besoin, etc. À ce moment-là, l'employeur doit s'acquitter de ces frais-là, puisque la personne est payée en dessous du salaire médian au Québec. À la fin, on a une troisième obligation qui se limite à aider le travailleur étranger à se trouver un logement ici au Québec. Donc, il y a une nuance dans cette obligation-là, parce que certains pensent que l'employeur a l'obligation de trouver ou de loger un travailleur étranger, alors que l'obligation, en fait, c'est d'aider à faire les procédures pour trouver un logement. C'est sûr que la plupart du temps, les travailleurs étrangers qui sont en bas salaire vont s'arranger avec leur employeur et lui-même va leur fournir un logement ou va vraiment les aider jusqu'à aller leur trouver un logement. Donc, ça arrive la plupart du temps, mais il faut se rappeler que l'obligation primordiale, c'est d'aider à trouver un logement. Par la suite, donc ça, c'est les 2 volets de l'étude d'impact sur le marché du travail. On a un troisième volet qui est un volet, je dirais, un peu méconnu, c'est le volet des talents mondiaux. Donc, le volet des talents mondiaux, c'est quoi? C'est qu'il y a une liste de professions qui sont admissibles à ce volet-là qui est assez limitée. Donc, on parle la plupart du temps de professions comme d'ingénieurs civils, d'ingénieurs électriciens, d'ingénieurs miniers. Donc, on voit un peu le genre, c'est beaucoup plus... on parle d'ingénierie, d'analystes et consultants en informatique, etc., mathématiciens également. Donc, ce sont des personnes qui sont très spécialisées dans une profession qu'on considère comme étant des talents mondiaux. Ces gens-là ont un quartier, donc un salaire à respecter, qui est habituellement, ça peut beaucoup varier. On parle entre 60 000 et ça peut augmenter à un salaire éventuel plus haut que 100 000, etc. Donc, on parle de ce volet-là des talents mondiaux. Ce qui est particulier avec ce volet-là, c'est que le traitement est beaucoup plus rapide
que le volet des EIMT classiques, donc le haut salaire et le bas salaire. En parlant du traitement, ça me donne envie de vous parler aussi des délais. Donc, les délais pour chacun de ces programmes-là, donc recevoir un EIMT, une décision, qu'elle soit positive ou négative, ça peut prendre un peu de temps. On parle d'un délai entre 1 à 3 mois pour pouvoir recevoir une décision. Mais il faut se rappeler que l'immigration, c'est en 3 étapes. Il faut faire une demande d'EIMT, il faut faire une demande de CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec. Donc, ces 2 demandes-là se font conjointement. Et par la suite, on fait une demande au fédéral pour le permis de travail. Donc, un processus habituel prend à peu près, je vous dirais, entre 8 à 12 mois, s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas beaucoup de demandes par rapport aux instances à laquelle on fait référence. Donc, le processus peut être long, mais à la fin de la journée, le processus en vaut beaucoup la peine. Qu'est-ce qui est bien avec ces 3 volets, c'est qu'ils vont avoir différents, on va octroyer différentes durées de contrat de travail. Donc, lorsqu'on parle d'un traitement régulier, les contrats de travail, lorsqu'on parle d'un poste à bas salaire, sont de 24 mois. Lorsqu'on parle d'un traitement simplifié, les durées de contrat de travail, que ce soit haut salaire ou bas salaire, peuvent aller jusqu'à 36 mois. Lorsqu'on parle d'un volet talons mondiaux, les délais les durées par rapport au contrat de travail, est de 36 mois également. Donc, on peut demander quand même assez de temps pour pouvoir faire en sorte que les individus viennent s'intégrer à la communauté québécoise et par la suite voient est-ce que leur projet se développe, est-ce qu'ils veulent à la fin obtenir une résidence permanente, appliquer pour une résidence permanente ou autre. Donc, ça donne vraiment l'opportunité de se développer des connaissances, mais s'intégrer aussi à la communauté québécoise. Donc, ça fait le tour un peu du programme de travailleurs étrangers temporaires. Très bien. Et Abdel, pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent avoir, par exemple, la liste des professions, ils vont ils cliquent sur Internet, le lien qu'on voit ici, ils vont pouvoir avoir accès à cette liste? Absolument, oui. Donc, je vous ai mis un lien qui fait en sorte que vous allez avoir accès à la liste des catégories qui sont admissibles pour le traitement des volets des talons mondiaux. Cette liste-là, si vous voyez que votre profession est admissible, alors là, vous avez même un argument supplémentaire en ce qui concerne un futur employeur qui voudrait vous embaucher, mais qui aurait peur des délais, par exemple. Donc, oui, en effet, en cliquant sur le lien, vous allez avoir accès à cette liste-là. Super. Et puis, sachez aussi que ce webinaire sera hébergé sur la chaîne YouTube de immigré.com et sur la chaîne YouTube de la Banque nationale aussi. Donc, éventuellement, vous allez pouvoir aller le réécouter et voir les listes pour aller chercher l'information. Donc, pas de stress avec ça. Parfait. Donc, ça, on a fait le PTET. Et maintenant, je crois qu'il y a les PMI. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler du PMI? Absolument. Donc, là, on a parlé d'un programme PTET qui doit inclure l'autorisation du gouvernement du fédéral, du gouvernement canadien pour pouvoir venir travailler. Donc, il faut un EIMT. C'est Service Canada qui le décerne. Maintenant, je vous parle d'un programme PMI, le programme de mobilité internationale. Donc, ce programme-là permet sous différents codes, sous différentes exemptions, de venir ici comme étant un travailleur étranger, mais sans EIMT, sans avoir besoin d'une autorisation préalable de la part de Service Canada qui donne le droit à votre employeur de recruter à l'international. Donc, on n'a pas besoin de ça. Il y a différents codes d'exemption qui existent. Je vais vous parler de certains codes qui me paraissent les plus utilisés, les plus pertinents. Donc, une fois que vous êtes venu ici au Québec comme étant un travailleur étranger et que vous avez eu un permis de travail fermé, votre époux, épouse ou conjoint de fait vont être en mesure de venir également sous une code d'exemption qui s'appelle le C41. Ce code d'exemption vous permet en fait de venir sans EIMT, vous donne le droit de venir comme étant un travailleur étranger sous un permis de travail ouvert, donc venir travailler pour n'importe quel employeur au Canada sans EIMT, sans demander l'autorisation préalable à Service Canada de permettre à l'entreprise qui vous recrute d'avoir l'autorisation de faire venir des travailleurs étrangers. Donc ça, c'est un premier code d'exemption. Par la suite, je vais vous parler du code A73. Le A73 est un code destiné pour les personnes qui sont détenteurs d'un certificat de sélection du Québec et qui résident au Québec. Donc, ces personnes-là qui sont détenteurs du certificat de sélection du Québec, c'est quoi? En fait, c'est les gens qui sont en processus pour obtenir une résidence permanente et qui ont fait leur première étape au gouvernement provincial en soumettant une demande de résidence permanente sous les différents programmes qui existent et ainsi obtiennent un certificat de sélection du Québec. Et donc, ces personnes-là
ont l'opportunité, en ayant ce certificat de sélection du Québec et en étant résident au Québec, d'avoir un permis de travail et de pouvoir travailler sans EIMT. Par la suite, il y a différents autres codes d'exemption. Je pense notamment au A74, qui permet à un époux ou un conjoint de fait de demandeur de résidence permanente d'obtenir un permis de travail. Je pense par exemple au C21, qui englobe tout ce qui est accès au programme d'expérience internationale Canada, dont je ne rentrerai pas dans les détails puisque ma collègue vous fera une présentation par rapport à ce programme. Je pense aussi au C43, qui est un code d'exemption très populaire, étant donné que les étudiants, à la fin de leurs études, vont souvent avoir ce permis de travail post-diplôme qui vient en fait de ce code d'exemption-là, qui leur permet d'avoir un permis post-diplôme qu'une seule fois durant leur processus d'immigration. Donc, il y a beaucoup, c'est une liste très longue de plusieurs exemptions qui vous permet de venir ici sans EIMT et qui facilite énormément la tâche à un employeur. Donc, si vous voyez sur le site Internet du gouvernement du Canada que c'est possible que vous rentrez dans une de ces catégories-là, c'est également un argument énorme en termes de délai pour un employeur qui serait peut-être réticent à cause des délais. Donc, si vous êtes, par exemple, membre de l'Union européenne, il y a certains traités de libre-échange qui font en sorte que vous pouvez venir. Donc, avoir votre situation personnelle sur le site du gouvernement du Canada. Parfait. Ben, merci beaucoup, Abdel. Et maintenant, vous avez glissé mot un peu de l'expérience internationale Canada. Donc, l'EIC, qu'est-ce que ce programme? Oui, donc le programme Expérience internationale Canada, qu'est-ce qui est vraiment important de comprendre? C'est un programme qui a été fait par le Canada avec d'autres pays, principalement, donc on retrouve beaucoup de pays de l'Union européenne où il y a eu des accords en fait bilatéraux pour venir en fait promouvoir, en fait offrir aux jeunes une occasion de venir travailler ou même voyager au Canada. Donc, il y a 36 pays qui sont signataires en fait de ces accords bilatéraux-là. Et donc, on va les passer tantôt là, pour rapidement. Et donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a 3 différents types de sous-programmes dans ce programme-là. Donc, on a le vacances-travail, jeunes professionnels et stage coop international. Donc, comme mentionnait mon collègue, le maître Médailly, donc, qu'est-ce qui est facilitant, c'est le fait qu'on n'aura pas besoin de faire les 2 premières étapes, là, donc la demande d'EIMT et de CAQ pour par la suite là, avoir un permis de travail. On va simplement faire une demande de permis de travail et aller dans des bassins là, pour se faire choisir, en fait, sélectionner. Donc, pour vacances-travail, donc il y a 35 pays admissibles. On mentionnait chaque pays, donc a passé des accords, donc a ses conditions particulières. Donc, tout dépendant si on provient, donc si on est un citoyen, par exemple, de l'Allemagne, on voit que les jeunes, c'est considéré de 18 à 35 ans. Donc, ça varie de 18 à 35 ans à 29 ans, 30 ans ou 35 ans selon le pays. Et qu'est-ce qui est important de noter, c'est que pour le Mexique et l'Ukraine, actuellement, en date d'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup, en fait, on ne voit pas d'invitations qui sont, en fait, que le gouvernement invite ces personnes, ces jeunes-là, à faire une demande de permis de travail, mais ça va sûrement changer là, parce que c'est en cours de négociation, là, certaines ententes. Donc, c'est à suivre. Par la suite, donc, pour les conditions d'admissibilité aux vacances-travail. Donc, pour vacances-travail, qu'est-ce qui est important aussi de se rappeler, puis qu'est-ce qui est le fun à savoir, c'est que une fois qu'on fait cette application-là, on reçoit un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour n'importe quel employeur au Canada et on peut même cumuler les emplois, donc avoir plusieurs emplois là, en même temps. Donc, également, pour venir là, aux conditions, donc il faut être un citoyen d'un pays membre, qu'on a vu dans la présentation là, avant. Et par la suite, selon certains pays, il y a aussi une obligation de résidence. C'est-à-dire que pour appliquer, par exemple, pour vacances-travail, si on est une personne citoyenne de Belgique, il va aussi falloir qu'au moment où on soumet notre demande, qu'on prouve qu'on est résidente aussi en Belgique. Donc, on fait notre demande depuis la Belgique. Être âgé, comme je vous disais, de 18 ans à 29 ans, 30 ans ou 35 ans selon les pays. Posséder un passeport valide, super important pour toute la durée de notre séjour.
posséder donc 2500 $ canadiens pour couvrir nos dépenses au Canada. Souscrire à une assurance privée pour la durée de notre séjour, c'est-à-dire que l'assurance privée, là, donc c'est une assurance qui va nous permettre, si on est en cas d'un accident ou quelque chose, pour être couvert là, à l'étranger, c'est quand même très, très important. Donc, ne pas être interdit de territoire, là, donc qu'on puisse venir au Canada, qu'on n'a pas été reconnu, par exemple, d'un crime ou etc., qui aurait fait au Canada qu'on serait interdit de territoire. Par la suite aussi, donc avant votre voyage, avoir un billet d'avion aller-retour pour retourner dans votre pays, ou si vous avez juste acheté un billet aller, vous devez démontrer que vous avez des sommes suffisantes pour acheter un billet retour à la fin de votre séjour. Par la suite, il y a des frais de traitement qui sont applicables. Là. En date d'aujourd'hui, c'est environ 346 $ les frais de traitement, c'est-à-dire le frais pour le programme qu'on appelle EIC. On a le frais aussi pour le permis de travail ouvert, que c'est un frais de 100 $ supplémentaires. Puis on a aussi, bien sûr, le frais de biométrie, faire nos empreintes digitales. Donc, en tout, à peu près, ça revient à 346 $. Et puis, on va obtenir un permis de travail qui est entre 12 à 24 mois, tout dépendant, comme que je dis, chaque pays a ses particularités. Donc, par la suite, on passe à l'autre sous-volet, en fait, de l'expérience internationale Canada, c'est les jeunes professionnels. On voit qu'il y a un petit peu moins de pays, là, donc 27 pays admissibles. Encore une fois, ça se ressemble au niveau là, de l'âge, c'est 18, 30 ans, 35 ans, là, donc selon chaque pays. Et donc, encore une fois, selon chaque pays, il y a des conditions. Donc, on va aller directement là, aux conditions. Donc, la caractéristique du jeune professionnel, c'est qu'on va demander un permis de travail qui va être fermé. Donc, on doit avoir un employeur là, qui est prêt à nous engager. Et cet employeur-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous faire un contrat de travail qu'on va signer avec l'employeur. Puis deux, il va aussi nous faire une offre d'emploi via un portail d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, il va falloir qu'on aille cette première étape-là de l'employeur pour, en fait, appliquer dans le jeune professionnel. Donc, encore une fois, on a un petit peu les mêmes critères qui reviennent. Donc, être citoyen du pays dont l'accord a été conclu, être résident selon certains pays. Donc, nous ici, par exemple, jeunes professionnels, ce n'est pas la Belgique qu'on a pris parce que ça ne s'applique pas, mais il y a l'Italie. Il faut résider, par exemple, si tu es un citoyen, il faut résider aussi dans le pays, par exemple, en Italie. Donc, avoir les mêmes éléments, c'est sensiblement pareil. Donc, souscrire à l'assurance maladie privée pour la durée de notre séjour. Super important, encore une fois, de l'avoir. Mais qu'est-ce qui est fun aussi à savoir, c'est que puisqu'on va avoir un permis de travail qui est fermé, les personnes vont pouvoir aussi souscrire avec, comme Maître Médaillé l'avait dit, avec le programme des PTET, en fait, la RAMQ, donc l'assurance maladie du Québec, le public. Donc, mais il va quand même falloir qu'on démontre qu'on a notre assurance privée, puis par la suite, ils vont pouvoir faire une demande là, pour la RAMQ. Donc, encore une fois, là, de détenir un billet d'avion, etc. Et en fait, le gros, donc, comme que je mentionnais, c'est aussi donc avoir une offre d'emploi, donc pour en fait, avec un employeur, et que cette offre d'emploi vient dans un contexte de perfectionnement professionnel, c'est-à-dire que ça a un rapport avec nos études, que c'est pertinent, et on voit surtout, en fait, là, ça peut être, en fait, un FR, on a des catégories d'emploi avec la classification nationale, donc 0, 1, 2 ou 3 ou 4, et on peut prouver avec un diplôme particulier, là, tout dépendant, là, que c'est vraiment dans notre perfectionnement professionnel. Et encore une fois, on a des charges, là, des frais de traitement là, à payer, qui est donc 246 environ canadiens. Par la suite, on a encore un autre sous-volet, c'est le stage coop international. Il y a 27 pays qui sont admissibles. Donc, c'est les mêmes critères au niveau là, de l'âge. Donc, on peut passer rapidement. Et donc, il s'agit en fait, on va recevoir un permis de travail, encore une fois, fermé. Donc, aussi, il faut avoir un employeur, un peu comme dans l'autre, qui va être prêt à nous offrir un stage, donc une opportunité d'emploi. Puis, il va aussi, comme dans le jeune professionnel, d'avoir faire une offre d'emploi via le programme, là, en fait, via le portail d'IRCC pour les employeurs.
Donc, on revient encore un petit peu avec nos mêmes critères, là, être citoyen, posséder un passeport, avoir l'exigence de l'âge, encore une fois, l'assurance maladie privée au moment où qu'on démontre ou qu'on va soumettre notre demande de permis de travail. Encore une fois, pour eux autres, vu qu'on va avoir un permis de travail fermé, ils vont pouvoir demander la RAMQ, ce qui est quand même avantageux là, pour certains d'avoir l'assurance maladie là, publique. Par la suite, donc, les billets d'aller-retour. Donc, comme que je disais, avoir une offre d'emploi signée ou un contrat de travail. Puis, c'est principalement, là, ça ressemble un petit peu à l'autre qu'on avait déjà vu, là, mais plus particulier avec les études. Parfait. Et puis, en fait, les deux, vous avez mentionné à plusieurs fois l'assurance maladie et l'importance d'en avoir une. Et pour avoir été dans le domaine depuis des années, on voit parfois des gens qui viennent et qui sous-estiment un peu cette partie-là de souscrire à des assurances à l'avance. Et quand ils viennent ici, surtout ceux qui viennent où est-ce qu'ils ne sont pas couverts les 3 premiers mois et ils se sont vraiment fait avoir, ils ont eu une maladie, ils ont dû être hospitalisés, ça leur a coûté vraiment de très, très gros frais. Donc, dans certains programmes, comme je vois celui-là, c'est probablement requis pour avoir le visa, mais c'est vraiment une étape à ne pas négliger du tout pour ne pas se retrouver dans une situation très, très fâcheuse. Donc, depuis tout à l'heure, vous avez parlé des personnes qualifiées pour venir travailler, mais souvent, ces personnes-là, ils viennent accompagnés de membres de la famille, conjoints, conjointes, conjoints de fait, etc. Donc, qu'en est-il pour les membres de la famille de nos travailleurs? Oui, donc pour, par exemple, les époux, épouses ou conjoints de fait, donc conjoint de fait étant une personne qui habite depuis minimalement 1 an avec son conjoint, il y a comme 2 volets. On va pouvoir faire une demande de permis de travail ouvert là, pour les épouses, époux ou conjoints de fait. On a les travailleurs qu'on dit hautement qualifiés. Comme que je mentionnais dans ma diapositive précédente, on a certaines professions qui sont toutes classifiées. En fait, chaque profession est classifiée et on a des catégories, donc 0, 1, 2 ou 3. Il s'agit des professions où habituellement, on a besoin d'un niveau d'études plus élevé, des diplômes, etc. Donc, pour ces personnes-là, s'il y a un travailleur qui fait partie de cette profession-là, donc qui avait une profession 0, 1 ou 2, qui avait un permis de travail valide, qui est pour minimalement 6 mois au plus, qui habite présentement au Canada ou qui prévoit habiter au Canada, il va pouvoir faire une demande de permis de travail ouvert pour son conjoint épouse ou pour un enfant qui serait à charge. Donc, un enfant à charge, c'est une personne en bas de 22 ans qu'on doit en fait subvenir à ses besoins. Là, par exemple, un enfant. Donc, par la suite, on a le deuxième volet, c'est-à-dire les travailleurs peu spécialisés. Donc, eux autres vont pouvoir faire une demande de permis de travail ouvert, mais il y a un petit bémol que je vais parler après. En fait, ils ont également un permis, la personne principale, donc le requérant principal, il y a un permis de travail valide, et donc pour une durée de plus de 6 mois, qui fait partie du catégorie donc FR qu'on appelle 4 ou 5, c'est lorsque c'est des professions peu spécialisées ou moins spécialisées, qui ont un moins grand niveau d'études, par exemple, ou de qualification pour faire ces professions-là, qui prévoient habiter au Canada ou qui habitent déjà. Donc, il va pouvoir faire une demande de permis de travail ouvert. Toutefois, on se rappelait quand que Maître Médailly parlait du volet bas ou haut salaire, donc le 26 de l'heure là, qui est déterminant dans certaines catégories là, de volets. Donc, pour les personnes actuellement qui sont à bas salaire, donc en bas de 26 de l'heure, présentement, ils ne peuvent pas encore faire une demande de permis de travail ouvert pour lorsqu'ils sont peu spécialisés, lorsque leur permis de travail est associé à une profession peu spécialisée, ils ne vont pas pouvoir le faire pour le moment. Par contre, le gouvernement nous ont annoncé que d'ici la fin de l'année, donc on ne sait pas exactement quand, mais va ouvrir en fait ce programme-là à toutes les personnes. Donc, même que si tu aurais donc FR 4 ou 5 à bas salaire, donc en bas de 26, éventuellement, ils vont pouvoir faire quand même une demande de permis ouvert pour leur époux, épouse, conjoint de fait ou enfant à charge. Mais ce n'est pas encore ouvert présentement, mais ça va le devenir. Par la suite, pour les enfants
par exemple, les enfants qui seraient d'âge préscolaire, donc peu importe le pays d'origine de l'enfant, donc qu'il soit citoyen de la France ou citoyen de la Tunisie, en fait, lorsqu'ils sont d'âge préscolaire, donc préscolaire au Canada, c'est en bas de 5 ans, donc moins de 5 ans, qui ne vont pas encore à la maternelle, ils vont faire une demande là, de fiche visiteur pour pouvoir là, venir accompagner de leurs parents qui sont des travailleurs étrangers. Certains, si on a par exemple des enfants qui sont citoyens de la France ou d'un pays qui serait exempté de visa, il y a certains enfants qui peuvent venir étudier, donc qui ne seraient pas d'âge préscolaire, mais plutôt de primaire, secondaire, qui vont pouvoir venir étudier avec simplement une fiche visiteur. Pour d'autres pays, par exemple, les pays qui sont pas exemptés de visa, qu'on prend les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, etc., eux autres ils vont devoir faire une demande qu'on appelle de CAQ pour études, c'est-à-dire de certificat d'acceptation pour études, pour par la suite, donc c'est une demande qui est faite au gouvernement, et par la suite, une fois qu'ils ont ce certificat-là, ça ressemble un petit peu au certificat des travailleurs qu'on parlait plus tôt, ils vont devoir faire une demande de permis d'études à IRCC, donc au gouvernement fédéral, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, pour pouvoir avoir donc ces deux documents-là en main et venir au Canada. Donc, il y a comme deux avenues, tout dépendant de la citoyenneté là, des enfants, des travailleurs étrangers. Parfait, merci. Et maintenant, si on parle des gens qui viennent pour étudier, des étudiants étrangers, quelles sont les possibilités pour eux pour travailler? On sait aussi qu'il y a eu des changements dans les derniers mois à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça. En fait, lorsqu'on est un étudiant étranger, on a un permis d'études. Donc, le gros changement qui a été annoncé, en fait, cette année, c'est qu'il n'y a plus de limite de temps ou d'heures par semaine, en fait, que je devrais dire, pour travailler. Avant, les personnes qui avaient un permis d'études pouvaient simplement travailler à temps partiel pour maximum 20 heures par semaine. Maintenant, on l'a ouvert en raison de la pénurie de main-d'œuvre. On a augmenté cette exigence-là. Ils peuvent travailler plus que 20 heures. Donc, ça pourrait être 25 heures, 28 heures. Donc, ça, c'est vraiment bien parce que ça permet aux étudiants, d'avoir un emploi à temps partiel, mais aussi de pouvoir combler aussi la pénurie, comme que je mentionnais, la pénurie de main-d'œuvre qui est quand même assez flagrante là, en ce moment, autant au Québec qu'au Canada, dans le Canada entier. Donc, là, les étudiants viennent aider à l'économie également, là, puis ils viennent acquérir autant des compétences que des aptitudes plus scolaires, en fait, des notions. Super. Ben, merci beaucoup. Mais je pense qu'on a couvert beaucoup de matériel aujourd'hui, plusieurs programmes, plusieurs façons de venir. Donc, maintenant, quoi de mieux que de faire un petit résumé de tout ça pour se retrouver? Oui, en effet, Souad, ça va nous permettre de s'aérer un peu l'esprit et comprendre un peu les objectifs rapidement de chaque programme. Donc, on a parlé du PTET, le programme de travailleurs étrangers temporaires. C'est le programme le plus classique, c'est le programme le plus régulier à laquelle les travailleurs étrangers qui proviennent d'ailleurs vont appliquer. Donc, quand je dis appliquer, c'est que il faut en fait, rappelez-vous que c'est pas un programme comme le programme de IC où est-ce qu'on applique et que par la suite on est pigé. Non, là, à ce moment-là, il faut, pour le PTET, il faut un contrat de travail, il faut qu'une entreprise soit prête à vous accueillir ici au Québec, au Canada, pour pouvoir accéder à ce programme-là et avoir éventuellement un permis de travail d'une durée de 24 ou de 36 mois. Il peut être aussi en dessous selon les besoins de l'employeur. Donc, le programme de travailleurs étrangers, selon moi, est une bonne porte pour les travailleurs étrangers, que ce soit pour des postes moins qualifiés ou des postes plus qualifiés. Peu importe, selon moi, c'est un très, très bon programme pour les travailleurs étrangers. En ce qui concerne le PMI, c'est beaucoup plus rapide, c'est vrai, mais il faut respecter des conditions qui sont très, très, très pointilleuses. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'obtenir un certificat de sélection du Québec. Ça veut dire être déjà dans le processus éventuel, donc de la résidence permanente, au moins du côté provincial. Donc, le PMI, il faut respecter des conditions pour pouvoir accéder à un permis de travail sans étude d'impact sur le marché du travail, donc sans EIMT. Et ces conditions sont parfois très pointilleuses. Par la suite, on a vu que certaines catégories d'emplois vont permettre ou non de faire venir la famille
Pour le moment, on a parlé des programmes qui sont cotés sous la catégorie FAIR 0, 1, 2 ou 3. Ces programmes-là vont vous permettre de faire venir votre famille, comme l'a expliqué Maître Corbeil. Par la suite, vont pouvoir faire venir les gens sur des fiches visiteurs, sur des permis d'études ou sur des permis de travail ouverts pour la conjointe, le conjoint ou l'époux, l'épouse. Donc, ce sont les deux gros programmes à laquelle on a fait allusion aujourd'hui. C'est sûr qu'un individu peut venir ici dans le strict but d'étudier sur un programme d'études, peu importe le temps, donc il peut être de 2 ans, de 3 ans, ça peut être un programme d'études universitaires, collégial, plus un AEC, donc quelque chose de plus technique, etc., etc. Donc, il suffit juste, pour commencer, de pouvoir payer les frais de scolarité, de pouvoir subvenir à ses propres besoins en termes de fonds, puis par la suite, avoir une inscription valide, une lettre d'acceptation valide et une assurance, bien sûr, qui couvre l'entièreté des besoins en termes de maladie pour la personne qui vient ici étudier au Québec. Donc, il y a plusieurs façons de venir à la fin de la journée au Canada. Ça dépend de quel objectif vous voulez, mais il faut comprendre qu'on préconise beaucoup les personnes qui sont résidents temporaires au Canada, au Québec, et qui viennent par la suite devenir des résidents permanents. Donc, on vient dans le but de travailler, d'étudier ou de visiter et de travailler par la suite, donc de visiter et d'appliquer pour un permis de travail par la suite ou un permis d'études. Et éventuellement, après avoir eu cette expérience-là, on pourra bien sûr appliquer pour une résidence permanente si on répond aux conditions d'admissibilité des différents programmes provinciaux. Donc, je pense que ça fait le tour un peu des différents programmes à laquelle on a discuté aujourd'hui. Tout à fait. Puis en fait, c'est vraiment un bon point. C'est vrai qu'avant, on dirait, on avait l'impression que beaucoup de gens venaient en résidence permanente directement, mais maintenant, beaucoup viennent en résidence temporaire. Ils s'installent, ils travaillent et ils demandent la résidence permanente par la suite. Donc, c'est un processus qui suit son cours. Merci beaucoup pour ce résumé. C'est très imagé, donc ça nous aide à mieux nous retrouver. Maintenant, j'aimerais tellement profiter de votre présence, vous les experts qui faites des dossiers à tous les jours. On aimerait avoir des conseils. Avez-vous des conseils concrets à donner à nos auditeurs, les personnes qui nous écoutent, pour que leur projet puisse être réussi? Oui, en fait, je pense qu'un des conseils clés, là, le conseil le plus important qu'on devrait vous mentionner, c'est vraiment de bien vérifier vos documents et vos formulaires. Par exemple, ça peut paraître niaiseux, mais lorsqu'on a un passeport puis on a plusieurs noms, c'est vraiment important d'écrire le nom de la personne tel qu'il est indiqué dans le passeport et d'indiquer tous les noms. Donc, même si nous, couramment, on n'utilise pas, par exemple, notre deuxième nom, mais c'est très important d'indiquer au complet, comme sur le passeport, le nom complet, parce que sinon, ça peut engendrer des problèmes avec les instances gouvernementales. Donc, c'est un petit conseil comme ça, un petit peu qui peut me paraître niaiseux, mais on le voit quand même souvent que certaines informations ne sont pas conformes, puis ça pourrait être évité facilement. C'est un petit détail qui peut faire toute la différence, j'imagine, dans les délais aussi. Exactement. Donc, une mauvaise information peut engendrer, par exemple, une demande d'information du gouvernement, donc rallonger la procédure. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment être minutieux dans nos formulaires et nos procédures pour bien écrire. J'ajouterais quelque chose, oui. Maître Corbeil, à ton intervention. En effet, oui, ça peut rallonger le processus, mais il faut aussi comprendre que si on donne une fausse information, par exemple des qualifications en termes de diplôme, des qualifications en termes d'attestation de travail, etc., mais ça peut engendrer beaucoup plus que simplement un retour de dossier. On peut avoir des fausses représentations, des interdictions de déposer toute demande pour une période de plus de 5 ans. Donc, il y a des conséquences qu'on ne se rend pas compte en fait en faisant l'application. Parfois, on n'était même pas de mauvaise foi. Parfois, on pensait réellement qu'on avait telle ou telle exigence, mais à la fin, on ne les avait pas. Donc, il faut vraiment être sûr de qu'est-ce qu'on écrit, de qu'est-ce qu'on dit, parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est on atteste de la véracité un peu des informations qui sont là. Donc, il faut prendre ce formulaire-là un peu comme si on était devant un agent du MIFI, un agent de Service Canada, un agent du gouvernement fédéral, puis il nous posait des questions, puis qu'on lui répondait sur le coup. Donc, les formulaires en question sont d'une importance primordiale pour une demande, pour un traitement optimal de notre demande. Exact. Voilà. Puis,
Également, ne pas hésiter à aller chercher les conseils d'un professionnel, que ce soit un avocat en immigration, d'un consultant en immigration canadienne. Donc, on a mis nos coordonnées également. Mais aussi, vous savez, le gouvernement canadien, donc Service Canada, a une ligne directe là, il y a des agents qui répondent aux questions. IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada également, et le ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration au Québec aussi. Donc, n'hésitez pas, il y a des agents qui sont vraiment là pour répondre aux questions là, des personnes, pour les aider dans l'accompagnement là, pour leur projet d'immigration, en fait. Donc, super. Ben, merci beaucoup d'avoir donné des numéros de téléphone comme ça. Effectivement, les gens, c'est les meilleurs, parmi les meilleures sources d'informations que les gens peuvent avoir pour répondre à leurs questions. Est-ce que, avec toute l'information qu'on a donnée, est-ce qu'il y a d'autres liens aussi que vous pouvez donner pour les gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent aller chercher plus d'informations? Oui, en fait, on vous a comme préparé une petite boîte à outils. Donc, on a différents liens qu'on jugeait importants. En fait, par exemple, le lien guichet emploi, c'est un site où on retrouve toutes des offres d'emploi de compagnies canadiennes ou québécoises. Donc, ils peuvent aller regarder là, des annonces. On a, comme que je vous mentionnais, la classification nationale des professions. Donc, chaque profession est classifiée. Donc, pour voir on tombe sous quel volet, est-ce qu'on a le droit de faire venir notre famille selon, est-ce qu'on est dans la bonne classification. On peut aller visiter le site. La liste pour le traitement simplifié de certaines professions. On a, comme que je vous mentionnais pour le EIC, donc le portail des employeurs où ils vont mettre leur offre d'emploi. Il y a beaucoup de liens comme ça qui est pratique. Je rappellerai qu'au Québec, on a la CNESST qui est en fait la commission qui va regarder tout ce qui est par rapport aux les normes du travail, donc les droits des travailleurs, s'assurer que les travailleurs étrangers ont les mêmes droits que des Canadiens ou des résidents permanents au Canada en termes de travail. Donc, on vous a mis, pour pas qu'il y ait d'abus, on vous a mis des sources d'informations aussi par rapport à ça. Mais en fait, c'est vraiment une mine d'informations qu'on a ici. On vous invite peut-être, si vous voulez aller les consulter, de peut-être un screenshot. Comme ça, vous allez pouvoir après taper ça sur Internet et vous allez pouvoir accéder à toute cette information qui pourrait vous être très utile. Donc, un gros merci à nos experts, Maître Corbeil, Maître Médaillé, pour toutes ces informations. Je suis certaine que ça a été extrêmement utile. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on peut vous suivre sur Facebook et sur LinkedIn, c'est bien ça? Oui, exactement. Puis, Resourcing également a sa propre page, là, Facebook. Ils sont très actifs, oui. Exact. Donc, Ils vont faire des publications. Parfait. Donc, allez-y avec vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire. On va prendre une bonne quelques minutes à la fin pour y répondre. Je voudrais vous parler un peu de l'offre de la Banque nationale. On parle de venir travailler au Canada. Donc, sachez que la Banque nationale du Canada est une des 6 grandes banques au Canada. Donc, on est un très grand employeur aussi au Québec et même, il y a quelques opportunités à l'extérieur du Québec. Donc, pour appliquer, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir déjà son permis de travail. Donc, si vous avez déjà un permis de travail, on vous invite à aller sur la page que vous voyez ici et vous allez pouvoir voir toutes les différentes opportunités d'emploi. Et sachez qu'une banque, c'est plus loin que les finances. Donc, c'est de la finance, de la comptabilité, mais c'est aussi du marketing, c'est de la communication, de l'informatique, etc. Donc, il y a vraiment une foule d'opportunités. Si vous avez votre permis de travail ou si vous vous apprêtez éventuellement à l'avoir, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter. Aussi, et on va vous présenter une petite vidéo pour vous démontrer tout cela. Choisir de travailler à la Banque nationale, c'est choisir une forte culture d'entreprise qui valorise la complicité, le pouvoir d'agir et l'agilité. C'est entreprendre des projets innovants qui font la différence et relever des défis selon tes ambitions. C'est prendre en main ta carrière en privilégiant ce qui compte vraiment, ton bien-être. Travailler à la Banque nationale, c'est rejoindre un réseau de plus de 25 000 employés qui choisissent d'avoir un impact positif dans la vie des gens.
c'est choisir un employeur qui place l'humain d'abord. Donc, voilà. Et puis aussi, je voulais vous parler de notre offre bancaire pour les nouveaux arrivants. Donc, sachez qu'on a une offre si vous vous apprêtez à venir au Canada. Et ça peut être ça commence en fait avant votre arrivée. Ou est-ce que vous pouvez ouvrir votre compte avant l'arrivée? Ça se fait sur Internet en quelques clics. Et par la suite, quelqu'un va communiquer avec vous pour ouvrir votre compte, pour venir prendre un rendez-vous ici pour vous identifier et qu'on puisse vous donner votre carte bancaire, etc. et vous donner tous les conseils. On a aussi une offre où est-ce que vous pouvez faire beaucoup d'économies, donc jusqu'à 3 ans sans frais sur vos frais mensuels. On vous offre aussi un petit coffret de sûreté si vous en avez besoin et une commande de chèque. Et on a le service d'accompagnement téléphonique aussi. Ça, en fait, c'est un service qui est exclusif à la Banque nationale et c'est pour vous aider à vous installer. On sait que quand les gens arrivent dans un nouveau pays, vous allez avoir beaucoup de questions. Ça peut être sur le transport, ça peut être sur le logement, ça peut être sur le travail, etc. Donc, il y a vraiment une équipe qui est dédiée pour répondre à vos questions. C'est gratuit pendant une année pour vous guider et pour vous aider à vous installer. Et ça, c'est gratuit quand vous ouvrez un compte à la banque. Donc, voilà, si vous voulez plus d'informations sur l'offre bancaire de la Banque nationale, vous pouvez visiter bnc.ca/immigré. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube. En fait, cette vidéo va se trouver sur cette page, mais on a aussi plusieurs autres vidéos avec plusieurs autres sujets qui peuvent définitivement vous aider. Voilà, alors on va passer maintenant à la période de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Donc, allons-y. Je vais aller les trouver tout de suite. Donc, la première question qu'on a ici, quelles sont les modalités pour vous transmettre une candidature CV en vue d'un projet d'immigration au Québec? Donc, je vais y aller. En fait, c'est sûr que de notre côté, on a une base de données. Notre site Internet renferme quelques postes qu'on va rechercher parce qu'on fait affaire avec des entreprises qui cherchent ces postes. Je pense par exemple à des postes de soudeurs, des programmeurs, analystes, des machinistes, des électromécaniciens et autres. À travers notre site Internet /travailler-au-Canada, vous allez pouvoir trouver ces différents postes et déposer directement votre CV sur ces postes-là afin que nous puissions, que notre équipe de recrutement puisse vous recontacter et faire en sorte que vous ayez ou non une entrevue et espérons être sélectionné pour un poste convoité. Par la suite, on vous a tout à l'heure parlé du site Guichet Emploi que j'estime étant peut-être un des meilleurs sites, voire le meilleur site pour trouver un emploi au Canada. Pourquoi? Parce que même dans un processus d'immigration, les entreprises vont devoir poster sur ce site-là, en fait, leurs postes qu'ils cherchent à convoiter. Et donc, on a accès non seulement aux postes que les entreprises ont besoin de façon imminente, qui sont prêts même à recruter tout de suite sur ce site-là de façon urgente. Donc, Guichet Emploi, c'est un site qu'on vous a donné au tout départ, en fait, dans les diapos vers la fin, en fait. Allez visiter, ça vaut la peine. Vous allez trouver beaucoup d'emplois dans diverses zones d'expérience, dans divers domaines. Ça peut aller très, très, très expérimenté à peu expérimenté, tout dépendant vraiment de vos qualifications, de votre CV. Donc, je suis certain qu'avec ces sites-là, vous allez trouver chaussures à vos pieds. Il faudra juste déposer votre CV. Il faut qu'il soit à jour et qu'il reflète non seulement vos compétences, mais vos expériences et vos acquis également. Donc, autant dans le diplôme que dans le travail. Donc, c'est un peu la procédure. Super, ben, merci beaucoup pour les questions et merci beaucoup pour la réponse. Je suis certaine que beaucoup de monde se pose cette question. Maintenant, on va passer à la prochaine qui est de Yacine. Vous venez de couvrir un peu, mais je vais la poser tout de même. Pour la demande du PTF, on doit déclarer toutes les expériences ou seulement celles qui sont dans le domaine de l'offre d'emploi? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels conseils vous auriez à donner? Donc, quand on parle de demande du PTF, on parle dans le fond du demande de permis de travail. Donc, on doit en fait déclarer dans le formulaire les 10 dernières années d'expérience. Donc, que ça soit dans un autre domaine que celui prévu. Donc, on doit l'indiquer dans le formulaire. Donc, également mentionner, par exemple, si vous avez été sans emploi pendant
un moment dans ces 10 dernières années-là. Donc, on va devoir le mentionner. Donc, les années d'expérience, c'est surtout lorsqu'on fait la demande de IMT et de CAQ, que là, il va falloir que, si par exemple l'employeur mentionne qu'il fallait 3 ans d'années d'expérience, bien là, il va falloir qu'on ait des attestations prouvant que dans le domaine, on a vraiment les 3 années avec des attestations d'anciens employeurs. Je ne sais pas si ça répond. Est-ce que Maître Médaillé voulait rajouter quelque chose? Ou... En fait, non, tu as fait une explication assez complète. C'est sûr que en ce qui concerne les expériences de travail, moi j'ai tendance à dire que si une personne applique pour un poste de directeur XYZ, financier ou autre, et qu'il a accumulé plus de 25 ans d'expérience dans ce même emploi-là, pour moi, même si l'immigration, l'IRCC, donc l'immigration du gouvernement fédéral, nous demande 10 ans d'expérience, même si on met plus que ce qui est demandé, pour moi, dans mon optique, c'est toujours mieux. Donc, on voit vraiment que le projet est réaliste, que le projet est réalisable et que la personne qui est qualifiée dans ce poste-là vient uniquement pour travailler dans ce poste-là ici au Canada. Donc, ça donne une espèce de réalisme au projet, une vraisemblance au projet. Donc, selon moi, c'est un peu aller dans les critères et même parfois peut-être aller un peu plus haut. Puis on va se mettre l'esprit tranquille. Parfait. Notre prochaine question, ça a rapport avec les compétences linguistiques, donc question de Baria. Il dit, j'aimerais savoir quand entrera en vigueur les nouvelles exigences de l'immigration au Québec, notamment les compétences linguistiques en oral qui est de niveau 7. Donc, Monsieur Prosper, très très bonne question. En fait, je crois qu'ici, on va confondre deux gros programmes, deux gros statuts. Donc là, nous, aujourd'hui, la présentation était question sur la résidence temporaire. Donc, une personne qui vient travailler, visiter, étudier au Québec, au Canada. Donc, ces gens-là ne vont pas avoir de compétences linguistiques, ni en oral ou ni autre. La question de Monsieur Prosper est plus tournée vers en ce qui concerne la résidence permanente. Donc, la résidence permanente ici au Québec commence ou débute à travers 2 programmes, soit le PRTQ ou le PEC, le programme d'expérience québécoise. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en effet, il y a eu des modifications dans ces programmes-là qui viennent d'être annoncées il y a quelques semaines, en fait, ouais. Et puis, oui, il y a les compétences linguistiques qui ont changé, qui ont déjà été déclarées dans la Gazette officielle par des décisions ministérielles, mais qui ne sont pas encore en vigueur tout de suite, qui n'ont pas encore sanction, donc qui n'ont pas encore force de loi. Nous pensons en fait que ces nouveaux programmes vont entrer en vigueur en automne 2023, donc le prochain automne dans quelques mois. Il faudra attendre que... oui, Maître Corbeil. Oui, mais rien n'est encore garanti, là, donc c'est une estimation, puis donc c'est quand même un projet de loi là, qui est revu par les parlementaires et les organismes doivent déposer là, des rapports, etc. Donc, ça va être analysé. Là. Donc, pour l'instant, on ne peut pas mettre une date précise. Exactement. Donc, ça a été déposé et on est toujours en attente au niveau, comme parlait Maître Corbeil tout à l'heure, du niveau un peu plus politique de l'immigration. Donc, c'est toujours en traitement au niveau politique et lorsque ça va sortir, nous estimions à automne, peut-être ça va plus loin, peut-être ça va moins loin. Donc, on verra rendu là. Parfait. Et la prochaine question, quelle est la durée moyenne d'une demande d'EIMT dans le cadre d'une procédure simplifiée? Donc, oui. Donc, la durée moyenne, lorsqu'on parle on a soumis la demande et donc, EIMT, c'est à peu près comme avait mentionné, là, c'est de 1 à 3 mois lorsque c'est soumis à Service Canada et le gouvernement du Québec, donc le MIFI. Par contre, par la suite, il est important de savoir que selon la citoyenneté de la personne, donc il va quand même falloir faire une demande de permis de travail. Donc là, tout dépendant si, par exemple, c'est une personne de Tunisie, donc on voit à peu près 20 semaines actuellement, mais ces délais changent toujours. Si c'est une personne de la France, elle va pouvoir demander directement son permis de travail, donc venir à la douane canadienne, venir par avion et demander à l'agent douanier son permis de travail. Donc, il y aurait des délais de traitement moins longs. Donc, chaque pays a des particularités donc, et des délais de traitement associés au pays. Donc, mais pour seulement la demande de IMT et de CAQ, donc c'est 1 à 3 mois. Donc, les délais changent encore une fois à chaque jour. Parfait. Prochaine question. Donc, ça dit, je veux présenter la demande de permis d'études pour ma fille
comment faire? Donc, si on peut orienter cette... Oui, bien sûr. Aucun problème. Donc, en fait, en ce qui concerne les permis d'études, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Est-ce que si, par exemple, la personne est au niveau primaire, secondaire, ici au Canada, au Québec, l'école, elle est gratuite, elle est à un certain point gratuite. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une lettre d'acceptation. C'est sûr qu'on a besoin au moins moi, ce que j'inclus dans mes demandes, c'est des lettres de préinscription. Donc, il faut approcher un établissement, une institution scolaire avant de faire toute chose et obtenir soit une ouverture en ce qui concerne l'école secondaire ou primaire qui est prêt à vous accueillir, ou si c'est une école privée, obtenir carrément une lettre d'acceptation, une lettre d'inscription et en fait aussi soit le reçu des frais payés, les frais de scolarité qui sont pour les travailleurs étrangers parfois un peu plus onéreux, surtout lorsqu'on parle des collèges privés. Donc, il faut avoir un peu tout. Lorsqu'on parle des permis d'études, il faut beaucoup mettre l'accent aussi sur la capacité financière, non seulement à payer le cours en question, mais aussi à pouvoir subsister dans la vie de tous les jours. Parce qu'on sait qu'un étudiant, tout dépendant de son âge, je prends un exemple d'un étudiant assez âgé, 18, 19 ans, qui viendrait étudier, à ce moment-là, il faut que cette personne-là, non seulement qui est à l'école à temps plein, parce que ça doit être sa première activité, il faut que cette personne-là soit aussi en mesure de subvenir à ses besoins. Donc, elle doit prouver qu'elle a assez de fonds pour payer l'école et subvenir à ses besoins. Donc, il y a beaucoup de ces facteurs-là qui rentrent en jeu lorsqu'on parle d'une demande de permis d'études. Il faut comprendre aussi que c'est un peu le même principe. Il faut demander un certificat d'acceptation du Québec études avant de déposer une demande de permis d'études au fédéral. Donc, ça se fait à travers le portail ARIMA. C'est une demande qui se fait en ligne au détriment d'une demande de CAQ traditionnelle de travailleurs. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question. Parfait. C'est sûr que le processus est complexe, etc., mais ça donne au moins un aperçu très général. Ici, on a une question d'une personne qui est chanceuse. En fait, ce qu'il dit, c'est que je suis retenue pour 2 entreprises québécoises. S'il vous plaît, est-ce que je peux suivre les 2 procédures de CAQ et EIMT pour les 2 entreprises? Est-ce que tu veux y aller, Émilie? Oui, en fait, c'est que ce qui est important aussi de comprendre pour, donc, si tu es retenu pour 2 entreprises, si on est dans le volet, comme on avait dit, PTET, donc, si vous voulez aller de l'avant puis obtenir 2 permis de travail, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? C'est que vous allez devoir travailler au minimum 30 heures par semaine, autant pour l'entreprise 1 que l'entreprise 2. Donc, si vous allez de l'avant pour les 2 entreprises, ça veut dire que vous allez devoir, et que c'est concluant, puis vous voulez garder les 2 permis, donc vous allez devoir travailler 60 heures semaine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare. D'habitude, une personne travaille pour un employeur, considérant la charge de travail. J'imagine peut-être la personne ici, c'est pour augmenter les chances. Exact. Par contre, je vais aller. Ce qu'il faut faire attention avec cette approche-là, c'est que il y a quand même des frais qui seront engendrés par l'entreprise, l'employeur lui-même pour procéder à la demande IMT et CAQ qui sont à environ 1500 $. Donc, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc, ne pas divulguer à votre employeur potentiel que vous avez une autre procédure en parallèle qui est en cours. C'est sûr que l'emploi québécois ou l'emploi canadien ne sera pas très, très content s'il trouve cette façon de faire. Parfait. Merci pour la clarification. Et ici, on va prendre 2 autres questions pour conclure. Est-ce qu'on peut obtenir un permis de travail lorsqu'on est en possession d'un visa visiteur affaires? Je vais y aller pour cette question. En fait, c'est sûr qu'une personne qui vient ici pour visiter ou pour faire des affaires au Québec, faire des affaires, ça veut dire qu'on a une entreprise. Quand on a une entreprise, on possède déjà un emploi, on possède déjà un peu le tour du business. Donc, ce serait difficile de faire coexister les 2. C'est sûr qu'actuellement, pour une personne qui est visiteur au Québec, au Canada, il y a une politique qui permet encore, il me semble jusqu'en 2024 ou 2025, qui permet encore à une personne qui est ici comme étant un visiteur de demander un permis de travail fermé avec un IMT-CAQ. Il faut comprendre que cette politique, elle va prendre fin à un moment donné,
parce elle avait été mise en place en première instance parce qu'il y avait tout ce qui concernait la COVID. Il y avait des visiteurs qui étaient ici, qui ne pouvaient pas nécessairement subvenir à leurs propres besoins, étant donné qu'ils étaient que visiteurs, ils n'avaient pas le droit de travailler. Donc, à la fin de la journée, on avait fait en sorte que ce programme-là ou cette politique publique pallie cette problématique. Mais puisqu'on est toujours en pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement a décidé en février dernier de la rallonger. Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement va vouloir la couper? Certainement. Donc, il ne faut pas se baser 100% sur cette politique-là. Pour le moment, si vous êtes dans cette situation, vous êtes présent au Canada, au Québec, et que vous décidez que vous voulez chercher un emploi, c'est toujours possible à l'heure où est-ce qu'on se parle. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, l'immigration est un droit volatile, et qui dit droit volatile dit la loi qui change, les politiques qui changent. Donc, il faut toujours rester à l'affût en visitant les divers sites du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Et comme ça, vous allez savoir si oui ou non, vous pouvez faire telle chose ou non. Très bien. Ici, on a une question de Sophie que sa question, je pense, elle va être pertinente aussi peut-être pour beaucoup d'autres personnes qui se posent la question par quoi on commence. Elle dit, en tant qu'éducatrice spécialisée, vaut-il mieux commencer par le côté immigration ou le côté emploi? En fait, si le côté emploi, en fait, ce serait tout d'abord faire le côté emploi pour avoir un employeur qui serait prêt à vous engager et par la suite faire avec l'employeur, faire une procédure d'immigration, comme on parlait, par exemple EIMT, CAQ, pour par la suite avoir un permis de travail pour venir travailler. Donc, moi, je dirais plus le côté emploi en premier pour s'assurer d'avoir un employeur qui serait prêt à vous accueillir une fois au Canada. Super. Et puis, une dernière question, en fait, elle est très spécialisée, très précise, mais vous pourrez peut-être donner le lien où est-ce que la personne peut avoir son information. Il dit, est-ce qu'un étudiant finissant en agronomie et environnementale est qualifié pour les travailleurs étrangers temporaires? Donc, je vais peut-être prendre un petit 2 minutes pour vous répondre, étant donné que c'est une question assez pointilleuse. Il faudrait aller vérifier sur les différents sites Internet de la Classification nationale des professions. À ce moment-là, c'est sûr que ce type de métier-là est pris en charge par le PTET. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Plusieurs métiers, et j'en ai déjà vu en agronomie, qui sont pris en charge pour ce type de métier. Donc, reste à savoir, est-ce que c'est considéré comme étant un travailleur qualifié ou non? Ça va dépendre un peu de l'expertise en termes de diplôme, mais surtout en termes comment est-ce que la profession elle est classifiée ici au Québec, au Canada en fait. Donc, je vais juste prendre un petit 2 minutes et je vais vous revenir avec une réponse plus précise. Donc, il y a certains types de métiers en agronomie qui vont être considérés comme étant des catégories 2. Des catégories 2, ça va faire en sorte que les gens peuvent faire venir la famille, donc sont considérés comme des emplois qualifiés. Il y a d'autres métiers qui ne nécessitent pas nécessairement de diplôme dans ce type d'emploi-là en agronomie, qui eux vont être considérés comme des FER 4 et 5. Ces catégories-là vont non seulement pour le moment pas laisser l'opportunité de faire venir les membres de la famille et ne seront pas considérés comme étant des emplois qualifiés, vont être peu qualifiés. Donc, ça va un peu dépendre de où est-ce que se situe l'individu, qu'est-ce qu'il a étudié, qu'est-ce qu'il a comme diplôme pour pouvoir dire, OK, cette personne, elle est qualifiée pour ce type de poste-là, cette personne n'est pas qualifiée pour autre type de poste-là. Donc, c'est vraiment, il faut juger par rapport à soi-même. Oui. Donc, ça prend une analyse quand même individuelle pour avoir la réponse exacte. Oui, tout à fait. Parfait. Mais c'est ce qui conclut notre webinaire. Vraiment un très grand merci, Maître Corbeil, Maître Médaillé, Maître Kim, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je pense que vous avez éclairé beaucoup de gens. Vous avez donné beaucoup d'informations, beaucoup de liens aussi, des sources d'informations qui est très importante. Donc, un grand merci pour ça. Je tiens à remercier aussi notre partenaire immigré.com pour cette belle collaboration. Et puis, les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, on souhaite réellement que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. On vous invite à aller voir sur les sites Internet donc de Auré Sourcing, immigré.com bien sûr. Et si vous voulez en savoir plus sur l'offre de la Banque nationale, les procédures pour ouvrir le compte, n'hésitez pas à aller voir le site Internet aussi. Et bien sûr, si vous voulez réécouter ce webinaire ou le partager avec des proches, vous pouvez le trouver sur le site de YouTube, sur la page YouTube de immigré.com et de la Banque nationale. Un très grand merci. On vous souhaite la meilleure des chances dans ce
projet extraordinaire qui est de venir travailler au Canada. Bonne journée ou bonne soirée.